Mesdames, Messieurs, il va être 11h35 pour lancer les joyeux échanges qui nous attendent. Je vous propose de commencer ce webinaire. Merci à celles et ceux qui se sont connectés. Je vous souhaite la bienvenue à chacune, mesdames, messieurs. Je m'appelle Antoine, je travaille pour l'équipe marketing d'Ecolearn et j'animerai ce webinaire. Nous l'avons vu, nous l'avons vécu, la crise du Covid-19 a mis en avant une profonde recherche de sens dans notre société, notamment avec des événements sociaux comme la grande démission ou ce qu'on a pu appeler outre-Atlantique le quiet quitting, le départ de son poste sur la pointe des pieds. Et bien dans cette quête de sens, cette quête d'impact, les décideurs d'entreprise jouent évidemment un rôle clé, que ce soit vis-à-vis des employés, que ce soit vis-à-vis des instances de direction comme le CODIR et le COMEX, ou que ce soit vis-à-vis d'elles ou d'eux-mêmes dans leur cheminement personnel. En parallèle, pour relever des défis écologiques et sociaux immenses, ces mêmes dirigeants doivent repenser, refondre le modèle économique de l'entreprise. Et nous sommes donc à la croisée entre, d'un côté, un impératif à transformer plus durablement, plus équitablement notre société, et de l'autre, une nouvelle ère de ce qu'on pourrait appeler le sens au travail. La rencontre des deux ouvre des débats captivants qui, évidemment, interpellent les dirigeants, interpellent les décideurs, qu'ils soient en poste ou en transition, sur la nécessité d'embrasser de nouveaux paradigmes. Pour analyser ce sujet, pour nourrir le débat, répondre à des questions intéressantes, passionnantes, nous avons souhaité croiser le regard de trois acteurs, un qui vient du côté de la formation, Ecolearn, un autre du recrutement avec Birdeo et un troisième représentant l'accompagnement des transitions individuelles et collectives avec version originale. Pour enrichir encore davantage ces échanges, nourrir les points de vue, nous avons également l'honneur et le plaisir d'avoir des acteurs du monde de l'entreprise qui viendront témoigner. Ils se présenteront à vous dans un instant. Je vous rappelle que durant toute la durée du webinaire, si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez bien sûr les partager dans le chat. Nous y reviendrons durant le temps de questions-réponses à la fin et vous recevrez les slides qui sont présentés ainsi que le replay de ce webinaire par email. Je vous souhaite un très bon webinaire, mesdames, messieurs, et sans plus tarder, je laisse les différents intervenants et intervenantes se présenter dans l'ordre d'affichage des différents portraits. Francine, si ça te va, je te laisse commencer. Bon webinaire, mesdames, messieurs. Bonjour à tous, donc Francine Réchoux, en effet executive coach et directrice associée au sein de ce merveilleux cabinet qui est Version Originale, un cabinet qui est spécialisé dans les accompagnements des cadres et des leaders dans tous les moments de leur vie, et ce par trois modalités: le coaching d'abord, l'outplacement dans nos transitions, et puis la formation en management et en leadership. Ce cabinet a 22 ans d'âge, 18 collaborateurs, et ce cabinet, en fait, est devenu entreprise à mission, a été le premier cabinet d'accompagnement à devenir entreprise à mission en octobre 2021 et a rejoint la démarche donc de la Convention des entreprises pour le climat en mars 2023, un cabinet engagé donc aux côtés de l'ensemble des dirigeants des entreprises en France et à l'étranger. Je passe donc la parole à Isabelle, je crois. Oui. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravie de partager ce moment de discussion et de partage d'informations sur l'impact et le sens. Donc, Birdeo a été créé il y a 13 ans maintenant par Caroline Renoux, que vous pouvez suivre sur les réseaux, avec une conviction forte, c'est qu'il fallait et il faut faire du recrutement sur ces sujets d'importance stratégique, peut-être avec un autre regard. Et nous sommes aujourd'hui une quinzaine de personnes. On fait évidemment du recrutement, on accompagne aussi des postes en exécutive et puis on propose aussi des freelances sur ces thématiques et sur toutes les facettes du développement durable. On accompagne également nos entreprises sur de la mobilité interne, puisque en interne, on sait qu'il y a des personnes qui veulent se positionner sur ces sujets-là et on essaye de partager notre savoir-faire, de récupérer des bonnes compétences pour accompagner les projets dits à impact. Voilà ce que je peux partager avec vous. Et moi, j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets du développement durable en 2004-2005. Et j'ai eu la chance d'accompagner plusieurs typologies d'entreprises. Et je donne la parole à Arnaud. Merci Isabelle. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là. J'ai beaucoup d'enthousiasme à l'idée de participer à cette table ronde sur un sujet absolument clé, du sens.
Donc pour ma part, je suis l'un des fondateurs d'EcoLearn. EcoLearn, c'est une plus jeune société que les deux qui m'ont précédé. On a un peu plus de 3 ans. Nous, on a été créé instinctivement et spontanément en société à mission. Donc on a été nativement dans cette approche-là. Et notre projet, notre raison d'être, c'est d'apporter des compétences aux professionnels de l'entreprise pour permettre de prendre en charge et d'accompagner la transformation durable de ces mêmes entreprises. Donc, on déploie un certain nombre de formations, aussi bien pour les individus que pour les entreprises, à travers tous les métiers, toutes les spécialités qui peuvent être nécessaires dans l'entreprise. Et pour ma part, j'ai la particularité d'avoir travaillé toute ma carrière en RSE. Donc, j'ai fait une dizaine d'années en conseil chez EY. Et ensuite, j'ai rejoint un de mes clients qui est Accor et j'ai pris la direction de développement durable de Accor pendant 7-8 ans. Marie-Céline, je te passe la parole. Oui. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis la directrice RSE du groupe OuDrive. OuDrive, c'est un éditeur de suites applicatives, de suites de collaboration en entreprise, qui a la particularité de sécuriser l'intégralité des documents sur tout leur processus de vie, que ce soit son édition, son partage, en interne, en externe, ses modifications, sa signature électronique. Donc ça, c'est mon poste actuellement depuis moins d'1 an. Ça fait 15 ans que je travaille en RSE avec 3 grands temps. Un au sein de l'association Entreprendre pour la Cité, donc à accompagner les entreprises du CAC 40, SB 120 essentiellement, à mettre en place leur politique RSE et ou d'inclusion. Puis au sein d'un cabinet de conseil dédié à la RSE et depuis 8 ans maintenant en tant que directrice RSE dans différentes entreprises. Et juste avant OuDrive, j'étais au sein de l'entreprise Edenred, qui entre autres fait les tickets restaurants. Pardon, et je donne le micro à Frédéric Robert. Je n'ai pas écouté la consigne. Eh bien, bonjour à tous, je suis très heureux de partager avec vous ce moment sur la quête de sens et la quête d'impact, puisque c'est un changement que j'ai réalisé personnellement en 2017, puisqu'après 20 ans dans les grandes maisons de luxe, en passant par Kenzo, Lanvin, Hermès ou Dior, j'ai décidé de me lancer et apporter mes valeurs et des valeurs qui étaient importantes pour moi, que je ne retrouvais pas dans l'entreprise, des valeurs d'entrepreneuriat, de responsabilité sociétale, mais aussi auprès de la planète, carbone, décarboner les produits, utiliser d'autres matières différentes. Et tout ça m'a amené il y a 5 ans à créer une entreprise qui s'appelle Miland et que je dessine aujourd'hui des baskets éco-conçues pour la plupart en n'utilisant que des déchets. Et tout ça était une merveilleuse aventure. On aura l'occasion d'y revenir pendant tout le trajet. Mais je n'ai rien perdu de mon savoir-faire, de ce que je savais, de ce que je faisais précédemment en tant que directeur de collection, directeur merchandising. Et aujourd'hui, j'offre mes compétences en fait en consulting aussi, si il y a besoin d'accompagner des entreprises, non pas pour venir révolutionner, mais pour accompagner des modifications, des changements, de la transition, quand tout ça est attendu. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de devenir prof chez S-Mode pour accompagner les jeunes étudiants, un peu comme un artisan aurait son apprenti. Eh bien, c'est de faire passer des valeurs importantes pour que les étudiants puissent savoir et mettre en valeur. En tout cas, ce qui fait aujourd'hui sens pour moi, c'est de créer des chaussures qui utilisent des déchets et de pouvoir rendre beau des choses qui ne l'étaient pas forcément précédemment. On aura l'occasion d'y revenir. Voilà. Merci Frédéric, voilà qui prépare bien la suite de tes interventions. Je vous propose de rapidement balayer ensemble le sommaire du rendez-vous qui nous attend. Nous allons commencer par un petit temps de sondage avec vous, mesdames, messieurs. 3 questions pour comprendre un petit peu pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire, ce qui permettra d'affiner la prise de parole de nos différents intervenants, de creuser un sujet plutôt qu'un autre, de tout simplement proposer un moment qui soit au service des attentes que chacune vous avez en vous connectant aujourd'hui. Isabelle et Francine lanceront ensuite notre table ronde avec un moment d'introduction et une définition en détail des mots sens et impact qui seront au cœur de nos échanges aujourd'hui. La table ronde pourra donc ensuite se développer autour de différents témoignages, différents partages d'expériences et quelques questions que nous avons préparées pour vous. Sur la question de la formation des décideurs, nous aimerions mettre en avant rapidement 2 formations EcoLearn qui potentiellement sont susceptibles de vous intéresser et nous terminerons par un grand temps d'échange
bien évidemment avec vous, mesdames, messieurs, avec des questions et réponses que vous pouvez partager à tout moment dans le chat. Commençons avec un rapide sondage. La parole est à vous. Il est très important pour nous de comprendre pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Je vous invite donc, mesdames, messieurs, à répondre dans le chat à cette question. Qu'est-ce qui vous invite aujourd'hui à vous connecter? De quoi aimeriez-vous entendre parler? Quelles sont les résonances des mots sens et impact pour vous? J'en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont déjà présentées dans le chat. Nous approchons maintenant de 80 participants avec des profils extrêmement variés. Cela promet pour les échanges qui nous attendent. Je vous invite donc à répondre dans le chat. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui, mesdames et messieurs, en quelques mots-clés, quelques bullet points, que nous puissions voir un petit peu sur quoi rebondir, ce qui vous intéresse. Alex Rousseau, merci de lancer le fil des réponses. Comprendre les attentes des collaborateurs en termes d'impact. C'est évidemment un sujet que nous allons pouvoir travailler au fil des questions. Marc vient peut-être avec une approche plus personnelle et s'enrichir sur la question. Juliette, alumnus Ecolern, que je salue. L'idée, sortir du greenwashing pour l'or. L'alignement entre sens et impact pour Catherine. Partager le sens pour éviter le burn-out des collaborateurs de la part de Victoria. Comprendre les mécanismes de la recherche d'impact. Et là, sans doute que les partages d'expériences de Frédéric et de Marie-Céline seront très précieux. S'enrichir pour Juliette. Une question d'actualisation des connaissances pour Nicolas. Pour Magali, c'est améliorer l'expérience collaborateur. Je laisse les questions continuer, les réponses, pardon, continuer à affluer dans le chat. J'invite les différents intervenants à en prendre connaissance. S'il y a une chose sur laquelle vous aimeriez rebondir par la suite, n'hésitez pas, bien sûr. Et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de noter leurs réponses et de les partager à tous et à toutes dans le chat, spécialement prévu pour cela. Il y a donc des questions d'enrichissement, d'acquisition de connaissances RSE. Je vois qu'il y a différents niveaux de maturité peut-être sur la question et nous voulons parler à tous et à toutes, avoir un propos qui soit accessible à chacun, chacune, que vous soyez déjà expert de ces questions ou que vous commenciez à vous renseigner sur les sujets. Merci. Je vous propose d'avancer dans le déroulé du webinaire. Nous avons énormément de matière là déjà pour cibler et affiner un peu nos différentes prises de parole. Merci d'avoir pris la peine de répondre à cette première question. Passons à la suivante. Selon vous, quelle signification ont pour vous les mots sens et les mots impact? Nous pourrons bien évidemment y revenir de manière plus détaillée avec les prises de parole des différents intervenants, intervenantes. Nous aimerions aussi savoir ce que cela signifie pour vous et voir s'il y a des échos, des résonances, des points de complémentarité à trouver. À nouveau, mesdames, messieurs, quelques bullet points, une phrase qui permet simplement de donner un aperçu de votre pensée, de votre avis, votre opinion, et qui pourra nourrir, là aussi, le débat. Merci, Femke, d'ouvrir la voie pour cette deuxième question. Le sens est une question d'alignement avec les valeurs, chose dont a pu déjà parler Frédéric également lors de sa présentation. Le sens est effectivement aussi une direction, Julie, on pourra jouer sur la polysémie du terme. Je vois que le mot valeur revient plusieurs fois. Monica propose une dichotomie intéressante. Le sens est intangible, tandis que l'impact, lui, peut être tangible. L'impact pour Céline prend en compte l'ensemble des parties prenantes. Juliette nous propose un triptyque de mots, alignement, cohérence et une boussole. L'idée va être bien sûr de parler de concepts, d'idéaux, de valeurs positives, mais aussi de leur implication, de leur transcription très opérationnelle, très concrète dans la réalité de l'entreprise. Et nous sommes ravis pour cela d'avoir 3 vues qui vont se compléter, Ecolern, Burdeo version originale, et également le témoignage de nos invités. L'idée donc de la mesure de quelque chose de tangible sur l'impact revient avec la réponse de Victoria. La question de l'influence et aussi de l'accomplissement, puisqu'effectivement le sens est un cheminement personnel et l'idée de s'aligner avec les valeurs est aussi une quête de réalisation de soi. Merci pour tous ces éléments.
toute cette matière, là aussi, à triturer et retrouver dans la suite de nos échanges, je vous propose une dernière question pour savoir un petit peu d'où vous venez. Vous avez déjà pu vous présenter rapidement dans le chat. Qui ici connaît Bird.io? Qui connaît Ecolearn? Qui connaît Version Originale? Si vous connaissez les trois, formidable. Si vous êtes là parce que vous avez entendu parler du webinaire d'une autre manière, vous êtes aussi évidemment le ou la bienvenue. Victoria a eu un entretien avec Bird.io et s'est formée avec Ecolearn. Super, nous sommes ravis de voir que les communautés se recoupent, se connaissent et continuent à œuvrer ensemble pour la transformation durable. La coopération est au fondement de ce que nous proposons, notamment chez Ecolearn. Je suis convaincu que chez Bird.io et Version Originale, c'est la même chose. Nous avons également plusieurs personnes en transition qui viennent de la part de Version Originale. Et nous sommes ravis, si vous venez par la porte Ecolearn, de vous présenter les autres acteurs et organismes. Idem si vous venez de la part de Bird.io. Et certains cochent les 3 cases, comme des personnes qui la sont dans le chat. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Je vous propose, sans plus tarder, d'entrer dans le vif du sujet. Mesdames, Messieurs, la table ronde peut commencer autour de cette notion de quête de sens et de quête d'impact. Quel nouveau paradigme pour les décideurs? Cela commencera, comme je vous le disais, par un moment d'introduction que porteront Isabelle et Francine avant que nous puissions nous lancer dans un temps de questions et d'échanges plus libre. Je vais à présent couper mon partage d'écran pour que nous puissions voir un peu les portraits des différents intervenants et intervenantes. Nous avons là devant nous une heure d'échange passionnant qui nous attend. Je laisse la parole à Francine et Isabelle. Bonne table ronde. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi d'avoir pu lire toutes vos réflexions, toutes vos interrogations, tous vos apports en idées. Effectivement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce lien entre les 2 termes clés qui sont le sens et l'impact. Mais tout ça, ça a du lien en fait avec la notion de développement durable. Et je pense que les mots-clés qui viennent, en tout cas, s'interchoquer peut-être dans votre tête, ce sont les mots de sûrement développement durable, sustainability, RSE, impact positif. Tout ça est peut-être pour certains très clair. Je pense que pour d'autres, peut-être moins. Et aujourd'hui, on va essayer de clarifier les choses. Pourquoi est-ce qu'on cherche aujourd'hui à avoir de l'impact positif? Parce qu'en fait, on a conscience aujourd'hui que le développement tel qu'il existe ne peut pas être indéfini et qu'il a besoin de connaître des contraintes, qu'elles soient planétaires, sociales, économiques. Et à ce titre-là, effectivement, notre responsabilité en tant que dirigeant, là où nous sommes, c'est de faire que l'activité et l'humanité soit le plus longtemps en activité et à ce titre-là, soit soutenable. Donc, donner du sens à son action, c'est choisir une direction, mettre en place ça sur un socle de valeurs. Donc, c'est ça qui construit le sens d'un projet. Mais comme c'est dans un environnement contraint, on parle d'impact et évidemment, il faut avoir un impact positif. Cet impact, il peut être lié à l'environnement, il peut être lié à la dimension humaine et toutes ces choses-là doivent être reliées par la volonté des porteurs de projets de faire avancer le plus longtemps possible et le mieux possible l'ensemble de son activité. Donc, ça peut créer des frustrations parce qu'une fois qu'on a décidé le sens et la direction vers laquelle on peut aller et on l'idéalise, et tant mieux si on lui donne une notion d'idéal, mais au quotidien, souvent, l'impact qu'on a n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on aimerait faire. Donc, est-ce que ça génère de la frustration ou au contraire, ça va générer un élan positif? Ce sont tous ces éléments-là sur lesquels on pourra réfléchir ensemble tout de suite. Et je laisse Francine compléter pour savoir comment ces 2 dimensions-là impactent et en tout cas mobilisent l'énergie des personnes et des dirigeants au quotidien qu'elle accompagne. Alors, vous l'aurez compris, on a voulu ce temps pour vous parce qu'en fait, on a des regards très croisés. Chacun d'entre nous va parler de sa place. Donc, bien sûr, je vais parler de la place de Version Originale, qui est un cabinet qui accompagne des hommes et des collectifs, des hommes avec un grand H, vous l'aurez compris. Cette histoire de quête de sens, en fait, elle est déjà propre à la condition humaine, hein. C'est-à-dire que depuis l'Antiquité, cette question du sens, c'est-à-dire de la direction, c'est-à-dire du ressenti, mais c'est aussi de ce que cela signifie,
c'était déjà le cœur de la fonction des aruspices qui lisait en fait dans les entrailles d'un animal sacrifié. Quel est le sens de ce que je vis et puis quel est le sens de ce futur. Donc, ça existe de tout temps. Ça, c'est déjà un premier principe. Le deuxième principe, sans doute, c'est que cette quête de sens, elle se fait plus forte parce qu'on est aussi dans une société post-moderne où l'injonction à être soi est extrêmement importante. Donc ça aussi, c'est un deuxième facteur. C'est vraiment en lien avec cette notion-là et ces notions de rôle. Et puis, cette quête de sens, comme le disait Antoine en ouverture, ça a sans doute été accéléré aussi par le Covid, c'est-à-dire quel est le sens aussi de ma vie, et puis quel est le sens aussi que je vais donner au travail. Et c'est bien autour de tout ça que nous accompagnons cette thématique du sens, qui est une thématique absolument essentielle. Je suis là pour un temps précis, et quel va être le sens de ma vie aussi dans ce temps que j'occupe telle ou telle fonction. Et quand je dis fonction ou rôle, bien évidemment, c'est à la fois dans le travail, mais aussi au-delà dans ma vie. Alors, c'est crucial donc en coaching, et là on vient interroger ça par différents outils. C'est aussi essentiel, bien évidemment, quand on est en outplacement, c'est-à-dire quand on est dans l'antre, c'est-à-dire il y a le d'où je viens, et puis il y a où j'ai envie d'aller et au nom de quoi. Et vous avez parlé, vous, des valeurs, beaucoup. Des valeurs qui sont intrinsèques aussi, qui me viennent de mon histoire. J'ai été construit par mon histoire et donc il y a des valeurs associées. Mais c'est des valeurs aussi qui sont en lien avec la période dans laquelle nous sommes. Et là, je reviens à ce que disait Isabelle en ouverture. Nous ne pouvons pas nier que dans les 9 limites planétaires, 6 sont déjà largement dépassées et donc chacun de notre place, que pouvons-nous faire? Donc cette quête de sens, vous voyez bien qu'elle est à la fois, elle a multisource, mais elle est aussi pluridirectionnelle. Quant à l'impact, puisque nous, chez Version Originale, nous accompagnons des cadres, des managers et des leaders. Cette notion d'impact, elle est toujours existante, mais elle prend une autre forme. À savoir que l'impact qui se posait pour les dirigeants, c'était quel impact à ma communication, quel impact à mes décisions sur mon écosystème et en particulier sur mes collaborateurs, voire mes actionnaires. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous ne pouvons pas, leaders ou managers, être isolés de ce qui se passe dans le monde. Donc, quel impact aujourd'hui à mon activité dans le monde? Et c'est bien ça qui est au cœur de toutes les préoccupations. Et Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard se sont interrogés là-dessus. Et il y a un très bel article qui s'appelle « Du sens à l'ouvrage », c'est-à-dire dans notre ouvrage, qu'est-ce qui va faire sens pour soi, pour les autres et puis pour le monde. Et c'est bien ces sujets-là que nous allons adresser pendant l'heure que nous passons ensemble. Merci beaucoup, Francine. Merci pour ce temps d'introduction. Je propose à Marie-Hélène prend la parole. J'invite les participants peut-être à couper leur micro pour que nous puissions avoir les différents intervenants, intervenantes qui prennent la parole. Arnaud, pourrais-tu compléter ce temps d'introduction avant que nous lancions les questions? Merci Antoine. Je voulais rebondir et puis entamer le débat de cette table ronde pour donner quelques éléments complémentaires par rapport à cette très bonne introduction que Isabelle et Francine vous avez proposée. Et pour ajouter un troisième mot après sens et impact, je vais y venir. Ce qui est en jeu, si on prend vraiment une vision hélicoptère et qu'on observe la situation qu'on est en train de traverser, ce qui est au fond du fond me semble être en jeu et qui représente les tiraillements auxquels on est confronté et les blocages auxquels on est également dans lesquels on est impliqué, c'est le clivage profond et l'enjeu d'équilibrage entre l'intérêt particulier et l'intérêt général. Je pense que c'est aujourd'hui l'élément le plus profond, le plus critique qui explique toutes les difficultés auxquelles on est confronté, qu'elles soient d'ordre social, d'ordre environnemental. Et le fin du fin, me semble-t-il, dans les prochaines années, les prochaines décennies, ça va être de rééquilibrer le travers auquel on a pu assister, constater ces dernières décennies, où on a glissé très progressivement, mais de plus en plus incisivement vers la défense de l'intérêt particulier. Que ce soit l'intérêt particulier à titre individuel, l'intérêt particulier des entreprises, la défense des biens privés,
Et même dans la sphère politique, on voit que le bien commun, la notion d'intérêt général s'évacue progressivement. Alors, on a plein d'explications et ce serait un long débat que d'entrer dans ces éléments-là. Mais me semble-t-il, cet équilibre, et cette relation entre intérêt général et intérêt particulier est fondamentale. Et le sens renvoie précisément à cela. Le sens, c'est justement de s'inscrire dans une forme de transcendance, me semble-t-il. J'ai écouté il n'y a pas très longtemps un podcast d'une sociologue qui rappelait que pour être heureux, il ne faut pas 10 milliards de choses. Et il y en a une qui est plus importante que tout le reste, c'est de vouer sa vie à quelque chose qui nous transcende, à une cause supérieure. Et une cause supérieure, c'est justement une cause d'intérêt général. C'est une cause qui s'inscrit dans le sens commun, quelle qu'elle soit. Ça peut être une défense environnementale, sociale, sur la santé, sur le respect des personnes, mais quelque chose qui va au-delà de sa personne. Et je crois que voilà, derrière le sens, il y a aussi cet intérêt de renvoyer à quelque chose qui est plus important, plus élevé que sa personne. Et c'est pour ça que je propose un troisième mot qui me paraît complémentaire à ces notions de sens et d'impact, c'est celui d'utilité. Pas d'utilité par rapport à quoi ça sert pour moi, mais à quoi je sers pour les autres. Quelle est l'utilité de ma personne dans un projet collectif et quelle est l'utilité de mon entreprise dans la société en général. Et je pense que cette notion d'utilité va être critique dans les années à venir et la raison d'être n'est jamais qu'une question d'utilité. À quoi sert mon entreprise? C'est ça la question fondamentale qui est posée par la question de la raison d'être. Voilà, donc, je ne sais pas si ça inspirera d'autres intervenants, mais ça me paraissait intéressant à proposer en plus. Merci Arnaud. Triptyque donc sens, impact, utilité. On va voir comment il sera abordé au fur et à mesure de nos questions. Je vous propose de vous en poser une première, qui est la suivante. Comment les dirigeants, les décideurs, donnent-ils du sens en entreprise pour leurs équipes? Je propose à Francine de lancer une première réponse et puis librement, les uns les unes les autres, vous pourrez rebondir sur les différentes prises de parole. Francine, la parole est à toi. Donner du sens en entreprise. Donner du sens en entreprise, quand on entend bien sûr parler aussi de personnes qui souhaitent bifurquer, de personnes qui, on sait que il y a pratiquement 48% des personnes qui souhaitent quitter leur entreprise tant ça n'a pas de sens. Donc oui, c'est au cœur, hein, c'est bien sûr au cœur de ce que les dirigeants aussi a instillé. Alors, on a parlé de sens, on a parlé d'impact, on a parlé d'utilité. Moi, j'ai envie de dire qu'il serait intéressant de remettre du désir. Donc, ce désir, hein, le désir en fait, le désir d'en être. Donc, le désir d'en être, c'est bien évidemment répondre, se sentir respecté déjà dans l'exercice de sa fonction, se sentir respecté dans ce besoin de partage, dans ce besoin de lien, dans ce besoin aussi de reconnaissance. Et c'est aussi aller vers ce que nous venons tous, hein, les uns et les autres, de dire, c'est d'aller vers quelque chose qui est plus grand que soi. Donc, avoir en soi cette raison d'être qui est à la fois personnelle, mais qui est celle aussi de l'organisation, et qui fait que c'est une boussole, et une boussole qui fait aussi que à la fois, il y aura de l'impact et à la fois, il y aura du sens. Ça se fait de plein de façons différentes. Moi, je vais donner l'exemple de ce que nous avons fait chez Version Originale en sortant du confinement, j'ai envie de dire. On s'est saisi, alors que ça débutait, hein, de la loi Pacte, et nous avons ensemble, tous ensemble, donc les 18, plus des partenaires externes, nous avons travaillé cette raison d'être, c'est-à-dire cette contribution que nous souhaitions avoir dans le monde. Et le faire ensemble à partir d'un objet que tous les coachs et tous ceux qui ont été coachés connaissent, c'est l'ikigai, hein, c'est-à-dire c'est se dire qu'est-ce qui fait que je me lève tous les matins. Eh bien, j'y vais au nom du plaisir, j'y vais au nom de l'expression de mes talents, au nom d'une reconnaissance des besoins que je veux honorer des besoins du monde. Et donc, à ce moment-là, le métier fait sens. Donc, la société à mission et la raison d'être comme boussole à la fois stratégique et facteur d'engagement me paraît important. Je vous livre, et je passerai après la parole à Isabelle, je vous livre la raison d'être que nous avons donc coécrit au sein de Version Originale, c'est bien de permettre à chacun de trouver durablement sa juste place en étant source d'impact positif pour soi et pour les organisations. Et vous voyez qu'à ce moment-là, j'ai envie de dire, la coupe est pleine. Voilà pour moi.
Je ne sais pas si Isabelle, tu souhaites reprendre aussi. Oui, je vais peut-être compléter aussi, puisque la question, effectivement, d'Antoine, c'est comment les dirigeants partagent-ils le sens en entreprise avec leurs collaborateurs. Ce qu'on perçoit, nous, de notre côté, c'est qu'à partir du moment où une entreprise a pu, en tout cas, travailler sur son business model, sur le sens qu'elle donne à son activité et sur l'utilité, comme le disait Arnaud, l'utilité de son activité, c'est pas le tout de l'avoir décrit sur un papier, c'est qu'il faut le partager avec les équipes. Et pour ça, on trouve que le dirigeant doit faire appel à la transversalité de ce sujet-là. Chacun doit se sentir porteur de l'impact qu'il a et donc de l'impact de son entreprise. Donc, ça veut dire que les dirigeants aujourd'hui sont amenés à avoir un management transverse, coopératif, très important, et arrêter de faire travailler les gens en silo. Et je pense que c'est la maturité la plus importante à avoir, c'est de faire coopérer les gens. Faire travailler un directeur financier avec des gens de la RSE, que les équipes se comprennent, partagent un langage commun en tout cas, se retrouvent sur le projet que l'entreprise a proposé. Alors, elle a pu écrire sa raison d'être ou pas d'ailleurs, mais l'important, c'est de vraiment construire ensemble, apprendre ensemble aussi, c'est-à-dire avant de savoir où on va, on apprend ensemble. On a des formations, on comprend les enjeux climatiques, on comprend les enjeux sociétaux. On se dit que au quotidien, il y a des choses qui peuvent évoluer. Et je pense que ce travail en commun d'apprentissage et de curiosité plus large de ce qu'on a que simplement l'activité de son entreprise est absolument indispensable pour pouvoir justement avoir cet impact positif et aller dans le bon sens. Donc, c'est vrai que la dimension scientifique paraît peut-être éloignée, mais je pense que tant qu'on a, et Francine en a parlé, les 9 limites planétaires, il faut les comprendre. Il ne faut pas s'écarter de notre dimension terrienne du sujet et ensuite l'accompagner avec des valeurs humaines. Donc, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est de tenir compte de la maturité que les gens ont sur ces sujets-là. Il y en a qui sont très en avance, d'autres qui ne le sont pas. Mais enfin, je considérais que si chacun monte dans le bateau, on va arriver à faire bouger les lignes. Donc, je pense qu'un des sujets vraiment que les dirigeants ont à voir, c'est la coopération non seulement au sein de ces équipes, mais aussi avec les parties prenantes externes. Donc, ce travail d'ouverture vers les autres et d'intégration des différentes maturités des uns et des autres est indispensable pour avancer le plus vite possible, parce qu'il y a une petite contrainte d'urgence en ce moment qu'il ne faut pas oublier. Comment faire pour tenir compte de la capacité de changement des uns et des autres, mais aussi accélérer cette transformation. Peut-être que Marie-Céline peut nous compléter avec ce qu'elle a pu vivre concrètement dans sa direction RSE et comment effectivement en entreprise ça se met en œuvre facilement ou pas. Oui, moi j'aurais envie de partager un peu de la théorie à la pratique ou des retours d'expérience terrain, les écueils qu'on peut traverser face à cette bonne volonté, j'ai envie de dire. Donc, si une entreprise se dit qu'elle est convaincue de se mettre en ordre de marche, d'avoir une réelle contribution, et donc, ou pas, comme tu le disais, Isabelle, de définir sa raison d'être, pour moi, il y a un élément essentiel. Il faut qu'elle accepte ce chemin en se disant qu'il y a fortement une probabilité assez élevée qu'elle soit amenée à renoncer à des points sur sa stratégie, à son business model. Et ça, il y en a beaucoup qui abordent la réflexion du sens ou de la raison d'être avec une dimension un peu philosophique, communication, fédératrice, mais elles occultent la réalité que quand elles auront vraiment défini une raison d'être, eh bien, peut-être des branches de leur activité qu'elles ne pourront plus faire de la même façon, voire elles devront peut-être même y renoncer. Donc ça, c'est un point que je trouve absolument essentiel à avoir à l'esprit pour une cohérence et un alignement aussi vis-à-vis des collaborateurs. On ne peut pas afficher j'ai envie de dire une raison d'être, une mission, une North Star, vous l'appelez comme vous voulez, et finalement, on continue le business as usual. Voilà. L'autre point qui me semble absolument fondamental aussi d'avoir à l'esprit, c'est que ce n'est pas une fois qu'elle se sera posée, cette raison d'être,
qu'une opération de magie va s'opérer, et ce n'est pas parce que le dirigeant ou la dirigeante va l'exposer et que son mode d'injonction portera ses fruits. Évidemment, il a un rôle essentiel de la définir, de la porter, de l'incarner, mais à aucun moment il faut se contenter de l'avoir posée pour que tous les collaborateurs s'en saisissent et la traduisent opérationnellement dans leur quotidien. Ça, voilà, c'est vraiment fondamental. Cette logique d'injonction ne peut pas fonctionner. Et j'ai vu dans le chat certaines personnes parler de la pédagogie, l'andragogie, c'est fondamental, revenir dessus et encore une fois, faire le lien entre pourquoi on a défini cette raison d'être et notre business. Et notre business, ça veut dire la durabilité, la pérennité de ce business. On ne fait pas ça pour se faire plaisir ou avoir une bonne image ou revisiter nos plaquettes marketing, excusez-moi d'être un peu direct, mais c'est parce qu'on a conscience qu'effectivement, si on continue le business as usual, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, on ne pourra plus exister, on ne pourra plus délivrer nos biens et nos services. Et ça, c'est vraiment fondamental d'avoir ça à l'esprit et après de le traduire aux collaborateurs pour qu'ils changent au fur et à mesure leur façon d'opérer. Et ça, c'est un des rôles du dirigeant ou de la dirigeante. C'est-à-dire, on a cette raison d'être parce qu'on veut toujours continuer à être là, parce qu'on est convaincu qu'on a une utilité. Et comme on est convaincu qu'on a une utilité, on se donne les moyens d'être toujours là dans 5 ans, dans 10 ans et dans 20 ans. Et donc, ça implique ces renoncements, ça implique ces changements. Et à aucun moment, on s'est convaincu que c'était, je ne sais pas moi, d'être sur la biodiversité, je donne un exemple comme ça, et faire simplement 1 ou 2 opérations 1 fois par an sur la biodiversité avec une dimension un peu d'engagement et d'animation des collaborateurs. C'est le point sur lequel j'aurais voulu partager parce que ça me semble essentiel. Merci Marie-Céline. Moi, on parle beaucoup en effet des collaborateurs, c'est bien l'objet de la question. Donc, en fait, moi, j'ai envie de poser la question là à Frédéric. C'est oui, côté collaborateur peut-être, mais côté aussi fournisseur, voire client final. Toi, comment est-ce que tu joues cette partie? Tu joues cette question du partage du sens? Alors, de mon côté, ça a d'abord été une recherche personnelle pour pouvoir arriver à la transmettre et pour pouvoir aller chercher d'autres matières, d'autres façons de travailler. Avec un fournisseur qui a des habitudes classiques de travail et qui ne s'est jamais vraiment remis en cause, il faut savoir aller l'accompagner, lui demander de disséquer chacune de ces étapes pour comprendre comment est-ce qu'il fabrique. Là, je parle d'un produit spécifique puisque je parle dans mon cas de chaussures. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive à disséquer toutes ces phases de fabrication pour arriver à un produit qui a du sens et qui lui amène du sens. Oui, il n'a pas l'habitude de travailler avec telle matière, mais prenons du temps pour l'étudier, pour savoir comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut avancer. C'est plus long. C'est quelquefois aussi, et là je reviens, Marie-Céline, si c'est un choix, eh bien peut-être que mon produit risque d'être un peu plus cher que ce qu'il était, mais en tout cas, je suis persuadé que je peux porter cette valeur et qu'elle peut être là. Ça, c'est auprès des fournisseurs. Une fois que le fournisseur a bien compris qu'on arrive à avancer, il y a effectivement transmettre cette valeur au client. Alors, ça passe par de la com, effectivement, les plans marketing, tout à fait d'accord, Marie-Céline, mais pas que. Je pense qu'il faut aussi savoir l'incarner. Il faut savoir l'incarner, l'expliquer, expliquer à nos clients. La vraie problématique qui est là, c'est ne pas créer d'éco-anxiété. Ce n'est pas parce qu'on vient proposer un produit éco-conçu qu'il y a une sorte d'obligation, d'anxiété par rapport au climat et qu'on est obligé de l'acheter. Non, ce n'est pas ça. C'est une des options qu'on vous propose. Vous pouvez avancer tranquillement et calmement sur le sujet. Je pense que ça aussi, c'est assez important et c'est cette sensibilisation-là qui est importante à toutes les étapes, autant avec un fournisseur qu'avec un client, pour pouvoir mettre les choses en avant. Alors, attention dans la communication au greenwashing. Je pense qu'il est important aussi d'avoir des certifications, d'avoir de l'aide venue de l'extérieur qui, en fait, crédibilise ce que vous êtes en train de faire. On ne se décarte pas produit vert ou entreprise RSE si on n'a pas été accompagné par des organismes qui représentent une sorte d'autorité. Voilà, c'est ce que j'aurais eu envie de partager. Et effectivement, cette quête de sens, elle est importante. Et moi, je le ressens tous les jours quand je rencontre un client et que je lui parle de mon parcours et de la quête de sens que j'ai voulu mettre en avant. Et du coup, j'arrive à l'embarquer avec moi. Et je crois qu'un dirigeant, quand il doit arriver à partager cette politique qu'il a envie de mettre en place, cette vision qu'il a en place, il faut d'abord la partager pour qu'ensuite les autres interlocuteurs de l'entreprise puissent les partager ensemble et pour pouvoir avancer. Et c'est vraiment ce partage, cette communication. Il faut savoir
le communiquer et aussi l'écrire pour que ça devienne un peu une sorte de bible de mots qui doit être récurrent dans chacune des actions qu'on met en place au quotidien. Et ce qui peut engendrer demain, d'annuler certains clients parce qu'en fait, ils ne correspondent pas à ce que vous voulez faire. Et il faut juste en avoir conscience. C'est là où Marie-Céline, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça engendre ce sens, cette quête de sens va engendrer des prises de décision qui vont être assez fortes derrière. Voilà. Merci Frédéric. Arnaud, souhaites-tu compléter ces différentes interventions? Oui, alors il y a eu beaucoup de choses de dites. J'aimerais approfondir un des points qui a été abordé par Marie-Céline, un mot qu'elle a prononcé mais qui me paraît fondamental, c'est celui de cohérence. La question posée étant de savoir comment on peut mettre en œuvre et articuler une notion de sens dans l'entreprise. Mon sentiment, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments et c'est très complexe et beaucoup de facettes ont été abordées au fil de ces échanges, mais il y a un maître mot, me semble-t-il, c'est celui de cohérence. On est dans un champ de valeurs et tout désalignement va être synonyme de désengagement. Donc c'est vrai à titre individuel. Et je pense que beaucoup d'entre vous qui êtes ici, qui avez expérimenté un détachement, un désalignement entre votre projet personnel, vos valeurs intrinsèques et ce que vous faisiez dans votre métier, vous ont probablement amené à poser des questions et à envisager une autre alternative. Et cet alignement, il est tout aussi important dans l'entreprise, dans un projet collectif. Parce que même cause, même conséquence. Si vous ne vous retrouvez pas dans les paroles, dans les orientations que prenne votre entreprise et que vous ressentez une divergence importante entre faites ce que je dis, pas faites ce que je fais et qu'au final, ça paraît être plus de la com autre chose qu'autre chose, vous n'allez pas du tout adhérer et vouloir vous mobiliser. Et donc, cette cohérence, elle est fondamentale et me semble-t-il, elle remet au goût du jour, notamment parmi bien d'autres choses, quelque chose qui est un petit peu has-been, me semble-t-il, mais qui me paraît tout aussi fondamental, c'est l'exemplarité quand on parle des dirigeants. On ne pourra pas faire cette transformation aussi profonde, dans la profondeur qu'elle requiert, si on n'est pas des dirigeants qui sont capables d'entraîner les forces vives autour d'elles. Et ils n'entraîneront personne si les personnes qui veulent les suivre ne se reconnaissent pas dans la capacité des dirigeants à vivre le champ de valeurs qu'ils prônent et à vivre la raison d'être, à vivre la direction qu'ils souhaitent porter. Alors, cet alignement, cette notion d'exemplarité, elle peut se répercuter à plusieurs niveaux. Alors, je vais prendre un exemple trivial, mais comment voulez-vous être audible dans une grosse organisation pour réduire les gaz à effet de serre si votre CEO prend l'avion, le jet privé tous les 4 matins pour se rendre à sa réunion ou quoi que ce soit? Ça fait sourire, ça peut paraître secondaire, mais je peux vous dire que ça laisse des traces irréconciliables d'entreprise. Vous n'êtes pas audible à partir du moment où vous ne vous appliquez pas à vous-même ce que vous demandez à vos équipes, à vos fournisseurs, à vos collaborateurs, etc. Donc ça, c'est un exemple parmi bien d'autres, mais ça peut aller très, 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 très loin, cette notion d'exemplarité. Un des points qui sera les plus difficiles à crever, les abcès à crever dans cette notion d'alignement, ça va être celui de la répartition de la valeur et la répartition de la richesse créée. Et je pense que c'est aussi un devoir d'exemplarité que de réévaluer sincèrement et foncièrement la question de comment ma valeur est répartie dans mon entreprise. Comment la valeur que je crée quand je dispense mes activités, cette valeur est redistribuée à mes fournisseurs, à mes clients, à mes collectivités locales et par-dessus tout à mes collaborateurs. Donc pour moi, c'est tout autant un enjeu de cohérence, un enjeu d'alignement. Et vous n'aurez pas l'engagement si ces cohérences-là ne sont pas démontrées. Alors, il ne s'agit pas de le faire du jour au lendemain. On est sur une trajectoire qui va être assez longue. On sait que, alors comme le rappelait Isabelle, on n'a pas non plus 50 ans, on a plutôt 15 ans pour assurer la transformation des modèles, mais on ne s'attend pas à être parfait demain. Et Frédéric le disait aussi avec ses mots, on peut se permettre de progresser, de tâtonner. Par contre, voilà, là où on ne pourra pas se permettre de tâtonner, c'est sur l'enjeu de cohérence, parce que me semble-t-il, les collaborateurs puniront sévèrement l'absence de cohérence et ça se traduira, me semble-t-il, par un désengagement assez rapide, ce qu'on voit déjà aujourd'hui assez nettement autour de nous. Merci Arnaud pour ce complément et sur cette idée de démontrer ce besoin de cohérence, notamment par l'exemplarité de l'engagement d'un dirigeant. Ça me permet de faire la transition vers la prochaine question que j'aimerais vous adresser à chacune. Je propose qu'Isabelle soit la première à répondre. C'est, selon vous, quelles sont les nouvelles compétences, les nouvelles facultés que doivent développer les décideurs et les dirigeants aujourd'hui?
Alors, pour rebondir sur tout ce qui a été dit, je pense que ce que l'on voit, nous, en tant que recruteurs, c'est la nécessité pour quelqu'un qui va prendre et porter ce sujet de la RSE, de la sustainability, d'allier peut-être 3 piliers sur lesquels il faut construire sa compétence et en tout cas mettre à disposition de l'entreprise ses valeurs ajoutées. Il y a évidemment garder une posture stratégique. On connaît bien son métier, on connaît bien sa filière, on sait quels vont être les enjeux. Vraiment être dans cette dimension évidemment long terme, forte, et il faut vraiment avoir ça en tête pour pouvoir driver son entreprise vers cette notion de pérennité indispensable. Donc la posture stratégique, évidemment, elle est liée indiscutablement avec la posture d'un directeur général, d'un président, mais je pense qu'il faut surtout construire par rapport à ça. Donc il faut bien creuser son sillon. Et des gens qui sont en bifurcation, qui se disent un matin, mais j'ai envie de changer de métier ou de changer de poste parce que je veux donner du sens à ma deuxième partie de carrière, restez sur votre première partie, en tout cas d'expertise, ne mettez pas de côté tout ce que vous avez appris, ça peut vous servir à construire une deuxième partie de carrière sans aucun doute. Un deuxième pilier sur lequel on a besoin de compétences, c'est en fait les clés et de façon très opérationnelle. Qu'est-ce que c'est que la taxonomie? Qu'est-ce que sont que les règles de financement durable? Quelles sont les législations, les labels qui peuvent m'aider de façon très, très concrète à matérialiser cette belle intention de vouloir pérenniser une activité. Donc là, il y a des choses aussi importantes que, je vous dis, le juridique, le réglementaire, accompagner une démarche multidimensionnelle, avoir une organisation managériale de la RSE avec peut-être des équipes, mais surtout peut-être aussi un réseau d'ambassadeurs. Donc voilà, comment je fais concrètement avec des moyens humains, des moyens financiers, des moyens de formation. Et là, c'est important de bien cartographier quels sont les besoins nécessaires pour mettre en place vraiment de façon très concrète au quotidien les intentions de cette raison d'être. Et troisième pilier qu'il ne faut pas mettre de côté parce que c'est crucial et on en a déjà parlé beaucoup, c'est cette fameuse capacité à accompagner le changement. Puisque une fois que la raison d'être ou la stratégie de l'entreprise est écrite, bien sûr, il faut faire bouger les lignes. Et faire bouger les lignes, ça nécessite une posture, un dynamisme, une capacité de compréhension des autres. Pourquoi est-ce que la finance avance plus vite que le marketing ou est-ce que la communication est prête à revoir la façon dont elle fait passer les messages? Donc, posture stratégique, mise en œuvre opérationnelle et capacité à faire bouger les lignes, pour nous, sont les 3 points clés d'un poste ou en tout cas d'une demande. Allié à tout ça, il y a aussi peut-être, nous, 3 ou 4 postures que l'on met souvent en avant. C'est avoir du courage, beaucoup d'humilité et être en capacité d'innover. Pourquoi ces 3 mots-là? Parce que, comme le disait Marie-Céline, c'est pas parce qu'une fois que le positionnement est décrété que tout est facile à faire. Et pourtant, il faut garder cette énergie positive chère à version originale. Et puis, ce que je crois aussi, c'est que la coopération et l'intergénération est un élément pour aller plus vite. Ne restons pas sur des clichés. Il y a l'intergénération, chacun dans un process peut apporter sa vision et le partage de ses visions est important pour avancer plus vite. Donc voilà ce que je pourrais donner comme peut-être compétences et facultés clés pour pouvoir faire avancer plus vite et surtout se sentir bien dans cette posture de je porte un projet à impact positif. Marie-Céline, peut-être, vas-y. Oui, je vais rebondir. Tu as donné 3 éléments clés sur la posture de RSE, comme il y a des personnes qui sont en plus en reconversion. La stratégie, c'est fondamental. C'est même le garde-fou à absolument avoir à l'esprit. La RSE a trop longtemps été perçue comme un attribut bonus, quelque chose pour faire plaisir, animer l'entreprise, etc. Et donc, en prise de poste ou
pour porter la RSE, il faut fondamentalement, systématiquement ramener ça à la stratégie, quitte à temporairement laisser de côté des éléments qui sont très attendus des collaborateurs, mais qui ne sont pas au service de la transformation du business ou de remise en question profonde de certains sujets. Ça, c'est vraiment fondamental. Bon, il y a l'aspect technique. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'en fait, les personnes qui sont en charge de la RSE ont un océan de savoir, en fait, mais avec une petite profondeur, parce qu'ils sont obligés d'avoir les spécificités RSE de la DAF, du marketing, du service qualité, etc. Et en fait, c'est ça qu'ils vont partager pour qu'après les directions se saisissent de toutes les spécificités RSE propres à leur métier. Donc, et on apprend en continu, je rajouterai aussi. Et l'accompagnement au changement, ça, c'est la voie absolue, j'ai envie de dire, puisque notre idéal, c'est que notre job n'existe pas, mais bien de faire que chacun s'approprie les caractéristiques RSE propres à son métier, puisqu'ils n'ont jamais été formés pour la majorité, que ce soit à l'école, à l'université, encore une fois, qu'on soit au marketing ou au service commercial ou au centre de relations clients, quasiment aucune formation n'inculque une dimension RSE dans ces jobs-là. Donc, c'est encore une fois un de nos rôles. Et en complément, je donnerai la facette des attendus du dirigeant ou de la dirigeante sur cette mission de sens et d'impact. Il a déjà été largement expliqué la notion d'exemplarité à laquelle j'adhère à 100%. Sinon, enfin, voilà, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, c'est sûr que ça ne va pas durer longtemps. J'ajouterais l'humilité. Ça, c'est vraiment fondamental parce qu'il y a des entreprises qui prennent tout juste, là, en 2023, le virage de la RSE ou du développement durable. J'ai envie de dire, bon, il n'est jamais trop tard, mais alors, à minima, s'il vous plaît, messieurs et mesdames les dirigeants, reconnaissez que vous ne connaissez pas le sujet et que donc vous avez besoin d'apprendre. Apprendre, c'est effectivement suivre des formations, écouter ce que les personnes ont une expertise diverse dans l'entreprise. Ça peut être effectivement les personnes en charge de la RSE, mais des personnes ultra investies par ailleurs dans des associations ou des expertises qui peuvent vous apprendre des choses. Donc, soyez humbles et sachez que vous avez à apprendre. Et je dirais même à apprendre sur les éléments de langage, comment parler du sujet. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui ont posé une stratégie parfaite, qui ont posé des ambitions parfaites, mais si c'est mal porté avec un mot de travers, ça peut tout de suite tout déconstruire. Donc vraiment, l'humilité, je le mettrais de manière très élevée. Et un autre point, ce serait s'il se dit, bon, j'ai pas trop le temps ou j'ai compris que je dois pas trop porter, et bien d'être ce que moi j'appelle le garde-fou du CSR by design. Les dirigeants, ils sont tout le temps le réflexe de, mais vous avez validé avec le juridique que c'est bon ce contrat, vous avez validé avec le juridique qu'on peut vraiment développer ce produit, ou enfin, vous avez vu avec l'IT s'il n'y a pas un problème informatique, etc. Et bien qu'ils acquièrent ce même réflexe systématique de dire, mais est-ce que vous avez vu avec la RSE si on ne peut pas faire les choses autrement ou si ça n'aura pas un impact d'une façon ou d'une autre? Voilà. Donc, je leur donnerai à minima ces deux réflexes, l'humilité et le réflexe du CSR by design. Merci Marie-Céline. Je vais rebondir un peu sur tout ce que vous avez dit les uns et les autres, peut-être en approchant un peu différemment. Bon, ce qui est évident, c'est qu'il y a maintien et une accélération de l'incertitude et que dans cette accélération aussi de l'incertitude, avec aussi un certain nombre d'injonctions, à la fois en effet à la durabilité, mais une injonction aussi à la sobriété, eh bien, le rôle des décideurs est véritablement un rôle majeur. Alors, moi, j'irais bien sûr sur cultiver le courage. Le courage est quelquefois le courage à dire « je ne sais pas ». Tu parles d'humilité, Marie-Céline, Isabelle a parlé de courage. Le courage, c'est ça. Hein, c'est d'avoir aussi des temps et des espaces où on dit « je ne sais pas » ou j'ai envie de t'entendre parce que voilà, cette voie-là ne me paraît pas forcément la bonne. Donc, cultiver le courage est important. Créer du lien. Et créer du lien à l'interne, mais créer du lien à l'externe. C'est-à-dire faire rentrer aussi, on a parlé des parties prenantes externes, c'est aussi ce qu'on vous propose finalement en intervenant à plusieurs voix, c'est faire rentrer à l'intérieur de nos organisations d'autres voix, d'autres façons de parler, d'autres façons de réfléchir, d'autres façons d'aller vers les performances. Ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est bien sûr de ralentir. C'est Thomas Paris qui avait écrit un ouvrage « Ralentir ou périr ». Oui, ça va de plus en plus vite. Et il y a de plus en plus la nécessité de trouver des espaces où je ralentis. Ces espaces, ce sont des espaces, par exemple, que certains dirigeants décident d'organiser 2 fois, 3 fois par an, en faisant des séminaires
où on vient se poser un peu, se reposer et voir ce qui émerge. Donc, prendre le temps de ralentir pour pouvoir mieux accélérer. Donc ça, c'est le troisième axe, hein, c'est trouver des espaces de discussion, de confrontation. Vous m'avez entendu dire confrontation et non pas conflit, qui sont des espaces aussi de réflexion et où on développe la capacité de penser et d'agir. Et j'irai sur un quatrième axe, c'est aller chercher sa robustesse. Hein, sa robustesse qui n'a rien à voir avec de la rigueur, mais la robustesse, c'est cet alignement hein, dont parlait Arnaud, c'est aller chercher un alignement entre les valeurs, ses valeurs à soi, les valeurs de ce collectif, des valeurs plus grandes. Donc cet alignement sans cesse parce qu'il y a toujours de l'ordre et du désordre, donc une remise comment dire, au centre du terrain, d'une robustesse à accompagner les transformations, qu'elles soient individuelles ou collectives. Ce sont vraiment les 4 piliers, à mon sens, que les dirigeants ont à développer. Alors, je voudrais juste en profiter pour intervenir. Je pense qu'il est aussi important de ne pas s'angoisser à se dire qu'on va tout faire tout d'un coup. Je reviens sur ce que disait Arnaud, on peut y aller étape par étape. On peut apprendre sur chaque métier les uns après les autres et venir emboîter les petites boîtes les unes après les autres, les unes sur les autres pour arriver à avoir le résultat qu'on attend. Et effectivement, c'est dans ce sens-là où je parle d'humilité, c'est-à-dire qu'on va y aller dans son timing, on va avancer petit à petit pour pouvoir créer le produit, le service, l'entreprise et la dessiner au fur et à mesure du temps. Si tout d'un coup, je vous dis, moi en tant que dirigeant, vous me demandez d'être RSE dans 6 mois, je vais avoir énormément de mal à tout gérer, à tout comprendre, tout assimiler, tout en gérant mon entreprise. Je pense que j'ai besoin d'y aller avec la personne du RSE qui va m'accompagner et on va mettre les choses par étapes, les unes après les autres, pour pouvoir avancer. Et pour moi, c'est ça aussi, l'humilité, c'est de savoir être accompagné, c'est aussi de savoir se dire, bah, je suis humble et je vais y aller à mon rythme parce que l'entreprise n'a pas forcément les moyens d'embaucher quelqu'un, n'est pas forcément. Mais en tout cas, on a tous la possibilité d'aller apprendre, d'aller chercher et de mettre en place des premières actions qui vont donner sens à chacune de nos services, de nos produits. Par exemple, c'est ce que j'avais noté. Et puis, surtout pour le vivre au quotidien, je pense qu'il nous faut une adaptabilité incroyable à chaque fois qu'on met en avant les choses, parce que vous avez des nouvelles législations qui apparaissent tous les jours, vous devez changer votre packaging parce que tout d'un coup, il manque le petit logo qui tout d'un coup passe du tri à le bac de recyclage, parce que vous avez besoin de mettre ça en avant. Et en fait, c'est cette adaptabilité qu'il nous faut comprendre et pas juste pester en disant on s'en fout, on verra plus tard, ou ils nous font chier avec ça. Désolé du langage un peu fleuri que j'utilise, mais c'est une importance capitale quand on mène un projet. Après, moi, je fais aussi confiance aux gens aujourd'hui, à leur conscience collective, à leur conscience et à leur envie personnelle. Je peux très bien aller voir un développeur de produits et lui dire comment on fait pour rendre ça plus éco-responsable. J'y connais rien, mais c'est juste la question que je pose. Et en fait, en allant chercher auprès d'un fournisseur, en allant chercher auprès des organismes, on arrive à mettre des choses en place. Je répondrai à la personne qui s'appelle Lemoine un petit peu plus tard. On n'a pas intérêt à tout mettre en phase auprès des fournisseurs on peut aussi, et des clients. On peut aussi donner cette exemplarité. C'est l'entreprise qui doit mettre en place aussi cette exemplarité dans sa manière de fonctionner. Ça va être dans son transport, ça va être dans ses packaging, ça va être dans différentes choses. Si mes produits sont éco-conçus, mon packaging doit être éco-conçu aussi. Mes transports doivent répondre à une certaine catégorie. C'est là où je donne du sens, c'est ce que vous disiez. C'est là où je suis complètement aligné dans toutes les actions que j'essaye de mettre en place. Et petit à petit, les actions vont venir se compléter les unes les autres pour donner encore plus d'alignement et de sens dans ce que je fais. Et pour finir, dans mon expérience de prof, avec mes étudiants qui ont entre 18 et 25 ans, je me rends compte qu'en fait, cette éco-responsabilité, cette responsabilité sociale entrepreneuriale n'est plus un sujet puisque pour eux, elle doit être déjà intégrée. Elle doit faire partie du pitch de l'entreprise. S'il n'y en a, on n'est pas obligé de communiquer à outrance dessus, on n'est pas obligé de faire du greenwashing à outrance. On est juste là parce que ça fait partie des valeurs intrinsèques attendues de toutes entreprises aujourd'hui. Et s'il n'y en a pas, je vous garantis que vous allez avoir une population vieillissante de gens qui vont intégrer votre entreprise. Mais les jeunes ont besoin de ce sens-là juste pour se sentir intégrés dans la mission de l'entreprise et savoir vers quoi avancer.
Alors, si vous m'autorisez, j'aimerais rebondir et compléter une chose sur les compétences, parce que la question posée était quelles étaient les compétences nécessaires. Alors, évidemment, en tant qu'organisme de formation, c'est une question qu'on se pose tout le temps parce que c'est ce qu'on délivre. Et je souscris complètement à ce qui a été dit, en particulier par Isabelle, sur les différents champs de compétences requis. Et je fais une petite parenthèse, et je crois que ça vient de toi, Isabelle, ou de Caroline, mais vous avez fait une étude comme quoi la liste exhaustive des compétences requises pour un responsable RSE ou un acteur de la transformation du développement durable, ça décrit une fiche de poste qui est plus longue et plus importante qu'un chirurgien ou qu'un médecin, je crois. Et ça m'avait interpellé. Je crois que c'était ça, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et ça m'avait interpellé, mais en réalité, c'est vrai. Enfin, on l'a bien vu. Ces gens-là, c'est un peu ces fonctions de direction du développement durable et par extension, toutes les personnes qui veulent agir à la transformation des entreprises vers le développement durable, c'est un peu les super-héros du quotidien en réalité. Hein. Et on leur demande tellement. Et on l'a vu, voilà, l'énumération des compétences, il est juste affolant. Donc, personne ne peut évidemment pas maîtriser toutes ces compétences, mais il faut, comme le disait Marie-Céline, il faut savoir quand même les toucher du doigt et savoir en parler avec les interlocuteurs en interne. Il y a quand même un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que dans l'énoncé de ces différentes compétences, donc opérationnelles, de stratégie, et puis plutôt dans la conduite du changement, il y a quand même une hiérarchie qui s'installe. Toutes sont compliquées, mais il y en a une qui est particulièrement compliquée et qui va être encore plus utile aujourd'hui, c'est justement celle du dernier ordre. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on regarde les choses avec un peu de recul, on s'aperçoit qu'on est dans un paradoxe qui est absolument immense. Parce qu'en réalité, on sait quoi faire, on a le plan, on a à peu près les solutions, on a à peu près les financements, et pourtant, il ne se passe rien. Et pourquoi il ne se passe rien? À cause de ce qu'on appelle le facteur humain. Individuellement et collectivement, nous refusons consciemment ou inconsciemment de changer, de se transformer. Et ça, il y a des champs de sciences qui l'expliquent très bien, les sciences comportementales et les sciences cognitives, qui nous disent plusieurs choses, mais qui nous apportent surtout des mauvaises nouvelles. Première mauvaise nouvelle, c'est quand on regarde le champ des sciences comportementales, c'est que le mouton qui s'éloigne du troupeau, ça plaît à personne. Et donc, celui qui s'égare et qui propose une trajectoire différente, il a des forces de rappel extrêmement puissantes pour revenir dans le troupeau. Or, ce qu'on va demander aujourd'hui, ça va être de faire évoluer. Et les petites brebis qui s'égarent, elles sont plutôt mal vues et elles prennent une pression extrêmement forte. Alors, je ne vais pas revenir sur les actualités récentes, mais voilà, d'un point de vue du comportemental, il va falloir aller à l'encontre de forces de rappel du groupe. Et les sciences cognitives nous disent aussi des choses assez désagréables, c'est que le mécanisme de notre cerveau, et je ne suis pas du tout un expert, hein, mais de ce que j'en ai compris, les mécanismes qui sont en place dans notre cerveau pour prendre des décisions nous ramènent dans des schémas d'automatique qui évitent de dévier d'une trajectoire. Et donc, on est récompensé à prendre des décisions qui nous évitent d'aller justement dans des directions nouvelles. Donc ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que tout est fait en place pour que on continue, surtout on ne remette rien en question. La bonne nouvelle, c'est que on a bien progressé dans ces sciences comportementales et cognitives et qu'on sait débiaiser ces systèmes de prise de décision et de comportement. Donc ça s'appelle j'ai oublié le nom. Bref, il y a des schémas qui existent et dans les sciences comportementales et cognitives, on sait débiaiser les systèmes de fonctionnement de nos cerveaux. Et donc là où je voulais en venir, c'est que au-delà de toute cette liste de connaissances, de compétences que les dirigeants et les directions de développement durable vont devoir mettre en œuvre, ils vont devoir, je le crains, passer pas mal de temps au contact de ces nouvelles sciences, puisque leur rôle principal par-dessus tout, ça va être d'entraîner. Ça va être de faire accepter aux autres, individuellement, collectivement, qu'il va falloir se détourner d'un trajet qui était dessiné et de prendre un autre sens, une autre direction. Et ça, il va falloir aller recourir à des déclencheurs qui permettent cette réorientation. Et je finirai pour rajouter à la liste des attitudes qui a été proposée, et je suis complètement d'accord sur celle de l'humilité, une dernière qui serait l'esprit critique, qui nous a un peu quittés dans nos champs éducatifs jusqu'à présent et qui sera fondamental. Parce qu'encore une fois, ce qui est attendu, c'est qu'on déconstruise les modèles pour en reconstruire d'autres. Et pour ce faire, il va falloir être capable d'être lucide et conscient de ce qui fonctionne mal et de ce qui pourrait être fait différemment. Et ça, c'est précisément la notion d'esprit critique. Nous, on essaye de la développer un maximum dans nos formations. Mais voilà, la longue litanie des sujets et des attitudes des personnes qui vont guider la transformation, je rajouterai également cet esprit critique.
Merci beaucoup Arnaud. Je vous propose d'avancer dans le déroulé de nos questions. Merci également à chacune pour vos réponses. Je profite de ce que vient partager Arnaud sur la fin, sur le courage de ce pas de côté quand on est un décideur ou une dirigeante pour changer la trajectoire, pour avoir ce rôle d'entraînement dont il a été question. Ça me permet de vous mener à la question suivante qui est justement pour concrétiser ce rôle d'entraînement, pour avoir envie de générer de l'envie et que les gens nous suivent, comment est-ce que ces dirigeants et ces décideurs peuvent créer de la valeur environnementale, de la valeur sociale et de la valeur sociétale? Alors, moi, je vais peut-être commencer, pas forcément répondre à la question directement, parce que je pense que Marie-Céline et d'autres auront des exemples très concrets de comment on apporte de la valeur environnementale, sociale et sociétale en étant dirigeant. Ce que nous, on perçoit de notre fenêtre de recruteurs, c'est qu'aujourd'hui, les métiers et les postes et les managers en charge de ces sujets-là ont ce qu'on appelle de double casquette, c'est-à-dire qu'ils sont évidemment portés par leur métier initial, leur filière, leur posture, etc. Mais ils ont intégré en fait dans leur propre métier une autre dimension. Donc on peut être directeur financier et en fait traiter des indicateurs extra-financiers, environnementaux, etc. Donc en fait on fait le lien et aujourd'hui c'est le fait que des équipes qui étaient sur deux piliers peuvent travailler ensemble, partagent un même langage. Donc, je sais qu'il y a dans une société, dans une compagnie d'assurance, il y a eu des formations qui ont été faites entre des gens qui étaient des contrôleurs de gestion et des gens qui étaient dans la RSE et qui ont partagé en fait leur méthode d'approche pour que les dimensions financières et extra-financières puissent être comprises d'un côté ou de l'autre. De la même façon, quand on est en supply chain ou quand on est dans le marketing, on pense à l'éco-conception. Donc, en fait, les valeurs, les piliers sociétaux ou environnementaux ou financiers ne sont pas dédiés à simplement l'une ou l'autre des fonctions au sein de l'entreprise. Donc, il faut avoir cette curiosité, cette ouverture d'esprit en permanence pour se rendre compte que la décision que je vais prendre dans mon métier va avoir un impact peut-être sur d'autres dimensions. Par exemple, quand on gère un site industriel et qu'il faut dépolluer, c'est une décision financière, ça donne de la valeur ajoutée à mon territoire, à mon terrain, mais ça va avoir aussi un sens environnemental puisque ça va permettre à la biodiversité de retrouver une dimension importante. Donc, en fait, c'est cette agilité permanente et la complexité nécessaire à l'action qui fait qu'en fait, on a toujours, comme sur un piano, voilà, on touche des différentes touches, mais au bout, la musique est globale. Et c'est donc cet fameux impact positif auquel on contribue chacun là où on est. Donc, peut-être que Marie-Céline peut aussi nous donner des exemples en quoi une action qui paraissait être peut-être que environnementale a eu un impact sur le social ou vice-versa. Marie-Céline, je te laisse prendre la parole. En fait, je vais donner un exemple, mais pour pouvoir que chacune des entreprises ici présentes sache finalement quel est le sujet qu'elle pourra traiter de cette façon-là, il y a un petit prérequis. C'est-à-dire, on va dire, moi, je vais avoir un impact sociétal et environnemental. Il faut déjà savoir ce sur quoi l'entreprise, elle a les moyens d'agir. Les moyens d'agir, ce n'est pas que les moyens financiers, c'est les savoir-faire, c'est son écosystème. Parce que les causes, il y en a 1001, sociétales et environnementales. On peut avoir des sensibilités plus ou moins fortes et avoir envie de les traiter. Mais si l'entreprise n'a pas les moyens d'agir dessus parce que ce n'est pas dans son cœur de métier, elle n'a pas les fournisseurs ou un savoir-faire, ça ne va pas le faire. Si je vous donne un exemple chez Udrive, évidemment qu'on doit aborder le thème du numérique responsable. Peut-être qu'il y a plein de gens qui adoreraient travailler sur la biodiversité, qui est un sujet en soi nécessaire, l'accès à l'éducation, je ne dis pas, mais en fait, ce n'est pas là où nous avons le plus les moyens d'agir. Voilà. Et donc, ce travail d'identification des enjeux ultra prioritaires, toute entreprise doit le faire, parce que c'est là qu'elle concentrera ses énergies, que les collaborateurs comprendront, s'investiront et ça pourra se traduire opérationnellement dans leur métier. Si je prends l'exemple de chez Udrive, évidemment, on traite le numérique responsable. Mais le numérique responsable, pareil, c'est tentaculaire. Il y a 1001 dimensions. Donc, il va falloir qu'on priorise. Est-ce qu'on va prioriser sur la fracture numérique ? Est-ce qu'on va prioriser sur l'égalité homme-femme dans les métiers de la tech ? Voilà. Est-ce qu'on va prioriser sur la sobriété ?
Et ça, c'est fondamental de faire ce travail-là pour qu'ensuite, il y ait des ambitions par direction et que les collaborateurs se l'approprient. Parce que pour moi, c'est là que le cercle vertueux s'enclenche. C'est que si on a défini ses ambitions, donc par exemple, si je prends encore une fois le cas d'Oudrive, ça va être la sobriété numérique et par exemple, réduire la fracture numérique, puisqu'on met des outils au sein des entreprises. Voilà. Eh bien, comment chaque département peut répondre à un de ces projets. À la R&D, ça va être de travailler sur l'accessibilité des solutions, par exemple, ou de réviser les outils. Et au fur et à mesure, chacun va s'approprier ce point-là et être un contributeur et être force de proposition. Pour moi, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est que l'entreprise, elle ne soit plus dans la promesse de ce qu'elle fait ou l'étalage, j'ai envie de dire, de regarder notre politique RSE, elle se résume à ce point-là, mais qu'elle dise, si vous venez chez nous, vous aurez les moyens de contribuer à cette politique RSE. Ce n'est pas la même chose de dire, chez nous, on fait ça, on est bien, on progresse. C'est, venez chez nous, vous allez nous aider à progresser. Et nous aider à progresser, ça va être comment ça se concrétise dans votre métier, ce qu'on vous met à disposition pour apprendre, pour comprendre, pour essayer, avoir des temps de recul avec vos pairs, en interne ou en externe, de partage, d'avoir le droit à l'erreur, de faire des propositions. Ça me paraît vraiment fondamental. Et je rajouterais que ça concerne tous les métiers et toutes les générations. Ça fait 15 ans que je travaille sur le sujet. Cette recherche de sens, elle est pour moi décorrélée d'un enjeu de générationnel. J'ai malheureusement vu des gens dits très jeunes, sans aucune sensibilité, et des personnes très âgées avec une très forte sensibilité. Donc je pense qu'il faut être vraiment convaincu d'emmener tout le monde. En rebond à ce que tu disais, Isabelle, effectivement, c'est un métier qui demande énormément d'énergie. Je parle aux ceux qui souhaitent s'orienter sur cette voie, parce qu'il faut en permanence emmener tout le monde dans un mouvement. Alors, il y aura les early adopters qu'on trouvera dans tous les services, qui vont initier et qui vont faire tâche d'huile au sein de leur service. Et c'est sur eux qu'il faut s'appuyer pour qu'après, ce pool-là, j'ai envie de dire, de collaborateurs convaincus s'étende naturellement. Je vais rajouter, je vais rebondir sur ce que nous écrit Jean-Denis Cuvelier. C'est que pour moi, presque le devoir d'un décideur, c'est aussi d'ouvrir d'autres récits ou d'encourager d'autres récits. Et on est sur des récits aussi collectifs. Et ça, c'est possible, à mon avis, en sortant aussi de ces organisations pour aller écrire ou coécrire d'autres récits qui seront mis en acte, donc qui seront embellis, enrichis, amplifiés au sein des organisations. Il y a deux lieux qui sont intéressants. Il y a bien sûr la communauté des entreprises à mission, où vous avez plus de 1000 dirigeants qui réfléchissent aussi avec différents interlocuteurs qui sont des directeurs supply chain, du développement durable, RSE, etc. Donc, il y a ce lieu-là, donc au niveau de la SEM, où en fait, ces enjeux-là, sociaux, sociétaux et environnementaux sont adressés en lien avec le business, d'ailleurs. Mais l'autre lieu, c'est la Convention des entreprises aussi, pour le climat, un endroit où, en fait, par territoire, mais aussi par thématique, eh bien, des dirigeants et des décideurs divers réfléchissent à une question régénérative, pas que pour eux, mais pour leur territoire ou pour leur type d'organisation. La CEC, c'est vraiment par territoire, par grande région. Mais vous avez deux CEC thématiques, une CEC consulting et une CEC finance qui va naître. Ce sont des espaces de réflexion où, en fait, des décideurs qui ont le même business vont partager, vont trouver des questions régénératives ensemble. Donc, il n'y a plus d'histoire de compétition, mais une histoire de co-création, de co-compétition, je ne sais plus comment on dit. Et donc, ce sont de nouveaux récits, en effet beaucoup plus désirables, où les imaginaires sont beaucoup plus présents et qui pourront adresser ces questions de valeurs environnementales, sociales et sociétales. Mais Frédéric, cette notion de valeur aussi, si tu as peut-être quelque chose que tu veux rajouter compte tenu du business qui est le tien. Frédéric, je t'invite à le faire en 30 secondes puisque le temps avance. Donc, une énergie de la flèche. Et nous pourrons ensuite passer tranquillement vers le temps de questions et réponses. Frédéric, la parole est à toi. Avec un micro, Frédéric. Vous ne m'entendez pas, désolé. Vous ne m'entendiez pas. C'est beaucoup mieux comme ça. Je pense que la création de valeur, oui. En fait, c'est ce qui m'a motivé tout au long de mon parcours depuis mon changement de
d'orientation professionnelle, c'est ce vers quoi je tends en créant les produits. Chaque produit amène une notion différente qui me fait revenir et questionner sur les produits précédents en me disant est-ce que j'aurais pas pu faire différemment et du coup faire évoluer tout ça pour que la création de valeur soit plus forte en éco-responsabilité pour la marque Milande. Après, dans l'action concrète, quand je suis en consulting dans des maisons, le questionnement dont Arnaud et Marie-Céline parlaient, c'est juste de dire, mais est-ce que vous ne voulez pas qu'on fasse quelque chose différemment? Le type, le transport, par exemple. Est-ce qu'on est chez Lacoste, on fabrique en Chine? OK, je ne vais pas changer tout ça puisque je ne peux pas le changer. Par contre, potentiellement, je peux voyager différemment, je peux émettre moins de carbone, je peux essayer de faire quelque chose et du coup, je vais avoir des équipes qui vont être plus enclines à travailler en amont, à définir des produits qui vont aller dans ce sens-là et qui vont dans le sens général de l'entreprise. Donc, je pense que c'est aussi important de savoir questionner à toutes les étapes et bien évidemment, quelle que soit votre génération, parce que je n'ai pas voulu tout regrouper sur les jeunes, c'est juste que j'entends souvent que ils sont plus impliqués que nous. Ce n'est absolument pas vrai. Tout le monde est impliqué, tout le monde a besoin de sens, quel que soit son âge. J'ai passé 50 ans et j'en ai encore plus besoin aujourd'hui que quand j'ai commencé à travailler. Voilà. Merci Frédéric, une quête de sens multigénérationnelle qui nous a été rappelée d'ailleurs dans le chat par Jean-Denis. Merci d'ailleurs pour cette interactivité avec nos participants, participantes. Nous arrivons tranquillement à la fin de ce rendez-vous. Mesdames, Messieurs, nous allons préparer le temps de questions-réponses puisque vous êtes plusieurs à avoir partagé quelque chose dans le chat. Avant cela, je laisse rapidement la parole à Arnaud. S'il y a un besoin de compétences que vous ressentez à l'intérieur dans ce besoin de sens et d'impact qui vous a amené à assister à ce webinaire aujourd'hui, EcoLearn, et bien évidemment, la version originale et Bird.io aussi, à leur manière, propose un accompagnement. Je laisse la parole à Arnaud pour présenter rapidement 2 parcours qui pourraient vous intéresser. Merci Antoine. Je serai bref pour qu'on ait la place pour les questions. Donc pour ceux d'entre vous qui se posent la question de s'inscrire justement dans ces métiers à sens et dans des alignements entre votre activité professionnelle et vos valeurs, on vous propose 2 formations destinées d'une part aux personnes qui vont mener cette transformation à l'intérieur des entreprises, qu'on appelle Masterclass Direction Durable. C'est un parcours sur une année qui commence en octobre et finit en juin de l'année prochaine. Et qui a vocation à vous équiper sur toutes les facettes du métier, le métier que fait par exemple Marie-Céline et bien d'autres, avec toute cette liste de compétences qu'a énuméré Isabelle. Alors évidemment, on est obligé de ne pas tous les approfondir, mais voilà, c'est une formation qui a plus de 10 ans d'expérience, qu'on a repris, qui s'appelait avant les Masterclass 21. On accueille à peu près 70 personnes chaque année et voilà, on est en train de compléter le recrutement de cette formation, donc n'hésitez pas à postuler et vous trouverez toutes les informations en ligne. Et si tu peux passer à la slide alors encore après pour l'autre formation dont on peut parler. Donc, si vous avez plutôt vocation à vous orienter vers les métiers de conseil, que ce soit en freelance ou dans des cabinets, nous avons cette autre formation qui d'ailleurs a lieu en ce moment même. J'accueille une promo dès mercredi. Masterclass conseil en transformation durable, où là, on va mettre beaucoup plus l'accent sur les compétences opérationnelles. Donc, si vous voulez, la formation direction va plutôt mettre l'accent sur les compétences d'ordre stratégique et d'ordre de transformation. Et là, alors bien sûr, on évoque la totalité du prisme, mais on met beaucoup plus l'accent sur les aspects opérationnels et méthodologiques. C'est une formation de 5 jours. Et là encore, vous trouverez toutes les formations qui est dispensée, qui a la particularité d'être dispensée par des consultants en activité de cabinets de référence. Et vous trouverez toutes les informations sur notre site internet également. Voilà. Merci. On peut prendre des questions. Nous allons pouvoir passer au temps de questions-réponses. Nous avons plusieurs questions qui ont été partagées. La première, à laquelle Frédéric a peut-être commencé à répondre, était de savoir si il ne peut pas y avoir une tentation de faire porter une grande partie des actions aux prestataires, aux fournisseurs, aux clients de l'entreprise et d'être ainsi dans une forme de délégation. Tout ça simplement par enjeu de rapidité. Souhaitez-vous ajouter d'autres éléments de réponse par rapport à ça? En fait, je vais juste reprendre en disant que j'ai entendu parler d'exemplarité de la part des décideurs et des cadres et des patrons. Je pense que l'entreprise doit être aussi exemplaire quand elle parle à ses fournisseurs. Elle doit déjà avoir mis en route quelque chose. C'est bien beau d'arriver avec une jolie phrase écrite, d'aller voir son fournisseur, mais il faut véritablement être exemplaire avant de demander au fournisseur de l'être et avant de venir de déléguer ça au client en lui disant vas-y, débrouille-toi de ton côté. Il y a plein d'actions possibles au niveau de l'entreprise pour pouvoir mettre ces choses-là en action. Merci Frédéric.
Je peux compléter sur ce point? Je vous en prie, Marie-Céline. Oui. En fait, il y a un point auquel je suis assez sensible, c'est, je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas se reposer sur les fournisseurs pour que les choses avancent. Mais ce qui est important, c'est de partager sur ses ambitions pour que des fournisseurs qui n'auraient pas pris le voient aient conscience qu'on va attendre des améliorations. Et dit autrement, d'utiliser son pouvoir de donneur d'ordre pour que les choses bougent intégralement dans son écosystème. Voilà. De ne pas exiger que des marches trop grandes soient franchies trop rapidement, mais donner la trajectoire attendue et idéalement accompagner. Voilà. Mais ce pouvoir de donneur d'ordre, il est quand même utile pour faire bouger les choses. Merci. Je vous propose de passer à une autre question que j'aurais beaucoup aimé vous poser durant la table ronde. J'en profite là durant le temps des questions et réponses. C'est autour de la notion de performance qui a été mentionnée dès le début de ce rendez-vous et à laquelle j'aimerais bien qu'on revienne. Comment les décideurs, dirigeants aujourd'hui en entreprise peuvent réinventer cette notion de performance selon vous? Alors, je me lance peut-être. La notion de performance, elle est regardée à différents niveaux. Et il y a un niveau qu'on a à peine évoqué, mais qui est important d'intégrer aussi dans cette notion-là. Ce sont les actionnaires, les membres des conseils d'administration qui, eux aussi, peuvent impulser la façon de regarder ce qu'est la performance de l'entreprise pour laquelle ils sont mandatés. Donc, la performance, elle est évidemment sûrement financière, mais elle est sociale et environnementale. Et c'est qu'en regardant ces trois piliers-là en même temps qu'on aura une notion de la valeur, de la performance globale ou de la valeur globale. Alors, il y a nous, on a autour de nous quelques acteurs qui prennent cette posture-là de regarder la valeur globale. Ce sont les fonds de private equity qui veulent effectivement soutenir des entreprises et qui challengent les entreprises sur leur progrès indispensable sur une notion environnementale ou sociétale. Donc, réinventer la performance, c'est, je pense, prendre un peu de hauteur de vue et surtout s'attacher à l'équilibre. Alors, il y a des moments où on est plus effectivement sur peut-être une emprise environnementale parce qu'il faut absolument faire des progrès, mais c'est ce lien permanent et cette agilité permanente nécessaire pour que la performance soit bien regardée avec le plus de qualifications possible. Et voilà, donc voilà, réinventer la performance et il faut la rendre positive, imaginative, etc. Et peut-être qu'il vaut mieux avoir une performance financière que de 15 ou 20%, mais avoir une fierté d'avoir participé à une meilleure valorisation de la biodiversité ou des populations isolées de l'emploi, par exemple. Enfin voilà. Et c'est cette fierté qu'on aura d'avoir participé à un projet global et bien équilibré que les salariés seront fiers et qu'on aura fait avancer le monde. Donc, la notion de performance, il faut qu'elle ait des adjectifs et des qualificatifs plus larges que simplement la première notion auquel on pense, qui serait que financière. Voilà ce que je On a l'exemple de Canif, avec le choix qui a été fait par Emery Jacquia, alors même qu'il redressait d'ailleurs Canif et qu'il procédait à une deuxième ou troisième levée de fonds, c'est d'avoir ce parti pris qui a concerné son renoncement au Black Friday. Donc, être décideur, c'est bien sûr en responsabilité de nourrir cette performance financière qui est absolument indispensable, mais c'est aussi activer des renoncements pour limiter, par exemple, la consommation. Et Canif est toujours là, Emery aussi, d'une certaine façon. Et pour apporter peut-être quelques précisions sur cette question qui mériterait quasiment une heure pour y répondre correctement, mais effectivement, Isabelle a très bien dit, la performance aujourd'hui se mesure essentiellement de façon financière. Donc, il s'agit d'ouvrir un nouveau champ d'évaluation, d'appréciation qui est extra-financier. Il y a une réponse qui est réglementaire aujourd'hui, qui est celle de la CSRD, la directive européenne qui encadre le reporting, et c'est une réponse en à peu près 1000 points. Donc, moi, je ne sais pas ce que… Alors, elle est probablement utile, je ne dis pas que c'est une mauvaise directive, mais moi, je ne sais pas gérer une entreprise avec 1000 points de mesure. C'est impossible. Donc, il va falloir que les dirigeants, les collaborateurs se fixent quelques indicateurs phares qui correspondent à leur raison d'être, qui soient à quoi je sers, une utilité, ou qu'est-ce que j'apporte, quel est l'impact positif que je délivre. Et ça, il n'y aura pas de directive ou de réglementation qui vous le donnera. On n'a pas le temps d'attendre. Donc, chaque entreprise devra y répondre. Et les entreprises à mission commencent à ouvrir la voie.
Et je voudrais ajouter un dernier mot parce que Isabelle m'a tendu la perche, mais elle parlait indirectement des récompenses, de la rémunération. Et j'aimerais partager cette idée qui, moi, me préoccupe depuis pas mal de temps, de se dire, bah voilà, on mesure la performance qui est très financière et on récompense avec des dispositifs qui sont tout aussi financiers, qui sont le package salarial, les primes, etc. Eh bien, pourquoi, à partir du moment où on ne donne pas de la valeur à l'extra-financier, ne faudrait-il pas apporter une récompense extra-financière? Donc, pourquoi ne pas envisager de récompenser les gens autrement que par seulement de l'argent? Alors, l'argent reste important, surtout en période d'inflation, mais il y a des gens qui veulent autre chose. Il y a des gens, ils veulent du temps, ils veulent du sens, ils veulent apprendre, ils veulent faire du bien. Et je pense que l'entreprise aurait tout intérêt, pour cette même question de cohérence, de se laisser ouverte la porte d'une autre forme de rémunération et de valorisation des actions de ces équipes. Merci Arnaud pour cette idée de récompense extra-financière qui, j'espère, bourgeonnera dans les esprits des personnes qui sont encore avec nous. Je sais que niveau timing, Francine a des obligations et doit nous laisser à 13h. Francine, souhaiterais-tu nous donner un dernier mot? Non, mais enfin, le dernier mot aussi, c'est laisser de la place à l'imaginaire, au désir. La responsabilité saura trouver son chemin. Voilà. Merci beaucoup, Francine. Avec cette même énergie, cette même allant pour aller à l'essentiel, Arnaud, Isabelle, Marie-Céline et Frédéric, souhaitez-vous nous laisser un dernier mot? Peut-être un dernier mot sur ce qu'on souhaitait partager avec vous, que évidemment les défis sont immenses, mais il faut se faire confiance et faire confiance à la capacité de coopération. Quand les enjeux sont grands, je pense qu'on a tous un ressort à mettre en avant, et donc essayons de le faire bénéficier pour l'ensemble de la communauté et passer au-dessus de nos intérêts peut-être trop particuliers pour certains d'entre nous. Voilà. Merci Isabelle. Ouais, dans la même veine, il faut avoir conscience que c'est beaucoup d'énergie et avec un métier ou des projets en dents de scie, donc des grands succès, des grandes joies et des grandes déceptions quand on enclenche cette voie, quel que soit son métier à l'origine. Mais en revanche, c'est un univers où il y a un très grand partage, une communauté extrêmement forte. La majorité des personnes ont envie que ça bouge et bouge vite, et donc font des partages de savoir, de documents. La communauté de tous ceux qui travaillent sur la RSE sont beaucoup dans le partage, donc c'est une grande richesse qui permet de surmonter les bas plus rapidement, je dirais. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas. On a besoin de tout le monde. Merci Marie-Céline pour ces mots. Je conclurai de mon côté avec une phrase de Christian Dior qui disait « Quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le avec passion ». Et je crois que de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, on a tous une implication forte, on est tous passionnés. Cette passion entraîne des grandes joies, des frustrations, mais en tout cas, c'est cette passion qui sera communicative et qui nous permettra d'embarquer tout le monde pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Voilà. Merci Frédéric. Bon, à mon tour, je vais enchaîner sur une note positive. Merci Frédéric, je suis complètement d'accord avec ce mot de passion. Non, je voulais dire, certes, on a face à nous des défis qui sont immenses et on ne va pas se mentir, ça va être dur, ça va être très très dur de les surmonter. Mais pour rebondir sur le thème de notre webinaire, je pense que la question du sens, c'est la seule qui vaille. C'est-à-dire que tant que vous aurez cette question-là en tête, vous ne ferez pas trop d'erreurs. Ce sera difficile, mais au moins vous saurez à peu près où vous allez. Et garder cette hauteur de vue et se raccrocher effectivement au bon point, c'est un élément qui nous permettra de surmonter toutes les difficultés probablement auxquelles on va être confronté. Merci beaucoup Arnaud. Merci également Frédéric, Marie-Céline, Isabelle et Francine qui nous a quittés pour vos interventions, pour la sincérité de vos témoignages. Honorons donc nos besoins, les nôtres et ceux du monde. Faisons preuve de désir et de courage. Vous êtes plusieurs à en avoir parlé durant ce rendez-vous. Et prenons aussi le temps de ralentir et de profiter. J'espère que les différents partages vous auront enrichi, mesdames, messieurs, lors de ce webinaire. Merci de vous être connectés. Merci également pour tous les mots de remerciement qui soulignent la qualité des interventions, la passion et l'optimisme des intervenants, puisque nous voulons un changement positif et qui nous amène tous et toutes dans une bonne direction. Vous pourrez recevoir dans le replay les slides de ce webinaire ainsi que le lien pour revoir la vidéo. Nous restons évidemment à votre disposition si vous avez des questions.
Nous avons dès demain un nouveau rendez-vous, si vous le souhaitez, autour des achats responsables. Ecolearn inaugure les rendez-vous de la durabilité, un nouveau format dans lequel nous serons ravis de vous accueillir. Vous avez également des contacts qui sont à votre disposition si vous souhaitez vous former sur la question. Il me reste à vous remercier, à vous souhaiter une très bonne continuation et on l'espère à bientôt. Bonne suite de journée. Au revoir. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Merci. 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 Bonne journée à toutes et tous. Merci à vous aussi.